Vous l'attendiez, il est revenu, c'est Thierry Meyssan, l'irremplaçable, la vedette de cette chaîne, mais d'autres chaînes aussi s'il veut, il n'y a pas de monopole du courrier. Il y a eu des concours de circonstances qui font qu'on ne s'est pas vu, on ne reviendra pas là-dessus. Il y a une actualité importante qu'il faut traiter, évidemment, c'est ce qui se passe au Proche-Orient, avec deux événements essentiels. Un cessez-le-feu qui est tombé un peu surprise. Oui, pour le moins. Voilà, capillotracté, on va dire, mais avec plusieurs points qui sont relativement importants. Mais d'ores et déjà, dès aujourd'hui, je ne sais pas si tu as eu le temps de voir, une violation du cessez-le-feu par Israël qui a frappé un site au Liban Sud soupçonné d'activité terroriste. On va dire quelques mots des conditions de ce cessez-le-feu. Et puis, en même temps, cette décision de la Cour pénale internationale qui émet un mandat d'arrêt international contre Netanyahou. Et bien entendu, la discussion qui, de mon point de vue, est liée au cessez-le-feu, la discussion sur l'immunité ou pas dont Netanyahou pourrait bénéficier, en France en tout cas, certains ayant dit, mais comme ça, Netanyahou pourra continuer à faire ses courses avec sa femme à Paris quand il en a envie. On va traiter ces deux sujets aujourd'hui. Alors d'abord, explique-nous comment on s'est retrouvé soudain avec un accord de cessez-le-feu. Alors, il faut savoir que depuis plusieurs mois, les États-Unis organisaient des négociations entre Israël et l'État libanais. Alors, il faut que tu retires ta tasse parce que je vais me faire engueuler. Entre Israël et l'État libanais et que Nabi Berri, le président du Parlement, dans ces négociations, représentait le Hezbollah. Alors, pendant toutes ces négociations, les Israéliens ont posé des exigences que le Liban n'a cessé de refuser. Et tout d'un coup... Par exemple par exemple, ils ont demandé à avoir le droit, quand ça leur chante, d'attaquer des cibles qu'ils diraient être du Hezbollah, n'importe où, sur le territoire libanais. Bon, évidemment, personne ne va accepter ça. Alors, subitement, Amos Hochstein, le négociateur des États-Unis, est arrivé en disant « on va conclure un accord là tout de suite ». Qu'est-ce que vous voulez ? Et il a accepté tout ce que les Libanais lui demandaient. Donc, le renversement de l'ambiance de la négociation, en fait, c'est un renversement qui est intervenu en Israël après la mise en examen de Netanyahou, mais qui n'est pas nécessairement relié à cette mise en examen directement. À mon avis, cette mise en examen, elle a permis à la diaspora juive partout en Europe, sauf peut-être en France, de rompre avec Netanyahou. Voilà. Ce mandat d'arrêt international. Oui. Pour en rester pour l'instant sur cet accord de cessez-le-feu, Netanyahou semble avoir insisté pour que la France soit écartée de la négociation et ne soit pas partie prenante au cessez-le-feu. D'abord, personne n'en sait rien. Il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun document. C'est la première fois qu'on parle d'un cessez-le-feu oral. Il n'y a pas de document écrit. Mais il y a quand même des points qui ont été publiés par la presse, notamment la presse libanaise. Oui, des points qui ont été évoqués. Mais il n'y a pas de document écrit auquel on puisse se référer. Et aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas il y a 2 heures, personne au Liban ne connaissait de document écrit. Donc tout ce qui a été annoncé par Joe Biden et Emmanuel Macron, qui l'ont annoncé ensemble, tout ce qui a été annoncé est oral et d'une certaine manière hypothétique. Mais alors, cette obstination prétendue de Netanyahou à écarter la France de la négociation du cessez-le-feu, ça veut dire quoi? Quel rôle pouvons-nous penser que la France a eu? Et pourquoi un tel rejet de Netanyahou? Alors, moi je pense que la France a discuté avec l'Iran, que c'était ça sa fonction dans la négociation. Elle n'est pas intervenue directement au Liban, mais avec l'Iran.
Et je pense que cet accord a été conclu entre les États-Unis et l'Iran, sur le dos de tout le monde, en fait. Donc, cet accord, il prévoit le retrait des deux armées combattantes des deux côtés. Et à part ça, on ne sait pas ce qu'il prévoit. On dit que le Hezbollah se serait engagé à réellement franchir le Litani, à revenir sur la rive nord du Litani. C'est probable, mais ça n'est pas sûr. Alors, qu'est-ce qui te fait croire, penser, dire que la France était chargée de discuter avec l'Iran? Parce qu'en fait, c'est là que toute la transmission d'informations est bloquée. C'est sur ce point. Ce que pense l'Iran, comment l'Iran a participé à cette discussion. Et c'est évident que l'Iran y a participé. Sans quoi, cet accord n'aurait pas de valeur. Mais il faut comprendre que, comme je l'ai déjà expliqué ici, il y a plusieurs semaines, l'Iran a lâché l'axe de la résistance. L'Iran a terminé avec la stratégie du général Qassem Soleimani, qui voulait que les communautés chiites alentour de l'Iran au Moyen-Orient prenaient leur indépendance et agissaient de leur propre fait. Maintenant, l'Iran revient à sa vieille technique impérialiste en disant « je vous donne des armes si vous m'obéissez ». C'est pas pareil. Est-ce que l'Iran a les moyens de se faire obéir par le Hezbollah? Moi, alors ça fait 3 ans ou plus même que j'ai quitté la région, donc je ne sais pas vraiment ce qu'ils pensent aujourd'hui, même si j'ai des contacts téléphoniques. Mais le souvenir que j'avais du Hezbollah, c'était des gens extrêmement critiques vis-à-vis de l'Iran. Et je vous rappelle que Hassan Nasrallah a été assassiné au moment où il se rendait à une réunion avec un envoyé du guide de la Révolution pour dire à l'Iran tout le mal qu'il lui reprochait. Il reprochait quoi à l'Iran? L'Iran avait dit qu'il n'aiderait pas le Hezbollah à défendre le Liban. Donc, tous ces points ne sont pas explicités dans la presse ici, donc les gens n'en ont pas conscience et continuent à réfléchir avec les données anciennes. Mais au cours des dernières semaines, par exemple, l'Iran a eu des problèmes avec la Syrie. On ne sait pas bien lesquels, mais il y a des choses qui ne vont pas très bien entre eux. De même, l'Iran a joué un rôle trouble en Irak. Le président iranien est allé à Erbil, la région dite Kurdistan irakien. Il y a rencontré les chefs des 2 grandes tribus, les Barzani et les Talabani, ce qui normalement ne se fait pas. On choisit un camp ou l'autre. Eux, c'était les Talabani, mais là, maintenant, c'est fini. Les Barzani, c'était les Israéliens. Non. Eux, ils discutent désormais avec les 2 groupes. C'est très bien en soi, mais ça indique que quelque chose change dans cette région. Et simultanément, le chef spirituel des chiites en Iran a fait des déclarations complètement bizarroïdes, loufoques, où il se contredisait d'une phrase sur l'autre, montrant que, en fait, il ne sait plus à quoi s'attendre de la part de l'Iran. Pour lui, c'était une inconnue quand il s'est exprimé. Et la Turquie a renoué des négociations avec Öcalan, le fondateur du PKK, qui est en prison depuis 1978 dans une île en Turquie. Alors pourquoi est-ce qu'il a renoué des négociations avec Öcalan? Parce qu'on va changer la donne concernant la Turquie. On voit bien que tout le monde agit en ce moment concernant les Kurdes en Turquie, je veux dire. Donc on voit bien que tout le monde agit parce que l'arrière-plan est en train de se modifier profondément. Les amis d'hier ne seront pas nécessairement ceux de demain et vice-versa.
C'est une grande constante au Moyen-Orient. On dit toujours que le Moyen-Orient c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Mais au Moyen-Orient, il y a des gens qui se battent pour des idées, il y en a d'autres qui se battent pour leur tribu, et il y en a d'autres qui se battent pour leur nation. C'est ces trois manières de faire, puis il y en a qui font ça pour de l'argent. Donc, c'est des manières complètement différentes de penser, et si vous êtes déterminé sur les alliances d'un jour sans tenir compte de ça, vous allez être très surpris par la suite. Alors, il y a plusieurs étapes dans ton raisonnement. Je lisais dans la presse libanaise, pour en revenir à l'accord de cessez-le-feu déjà, je lisais dans la presse libanaise, dans l'Orient le jour, un article disant, qui m'a surpris, disant ce cessez-le-feu est la preuve que le Hezbollah a perdu et que Israël a gagné. Alors moi, j'aurais plutôt interprété l'inverse, c'est-à-dire que... Bon, alors, d'abord, qu'est-ce que tu en penses? Bon, l'Orient le jour est un très grand journal, mais bon, qui le paye? C'est-à-dire, il faut savoir qu'au Liban, il y a beaucoup de journaux, beaucoup de télévisions pour un tout petit public. Aucun de ces journaux, aucune de ces télévisions ne peut vivre sans argent extérieur au Liban. Bon, alors, l'Orient le jour est payé par l'Union européenne. Mais pas que. Mais pas que, mais bon, principalement par l'Union européenne. Aussi un tout petit peu par ses lecteurs. Un tout petit peu seulement. Donc, quand l'Orient le jour dit ça, il a tort sur le fond. Alors, il a raison s'il parle des destructions. Mais s'il parle des destructions et qu'il va jusqu'au bout du raisonnement, tout le monde est perdant, pas simplement le Liban qui a subi des destructions considérables, mais aussi Israël qui a subi des destructions importantes. Si on veut savoir qui a gagné ou qui a perdu, on doit regarder les objectifs de guerre des uns et des autres. L'objectif de guerre d'Israël, c'est officiellement de permettre le retour des populations israéliennes du nord du pays qui avaient été obligées de fuir. Il y a environ 100 000 personnes qui ont été obligées de fuir, et ça n'a toujours pas lieu. Toujours pas, au moment où nous parlons. Donc on ne peut pas dire qu'Israël a gagné par rapport à son objectif officiel. Non, il a perdu. Alors, il y avait un deuxième objectif, officieux cette fois-ci, qui était de réaliser Eretz Israël, le grand Israël, c'est-à-dire un État qui aille du Nil à l'Euphrate. Alors ça n'a aucun rapport avec l'Israël antique, qui était juste l'État de Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem et sa banlieue. Ça n'a même pas de rapport avec l'État israélien, c'était minuscule le royaume de Jérusalem. Donc eux, ils voulaient gagner sur le Liban cette fois-ci. Ben, ils n'ont rien gagné du tout, puisque en fait l'armée israélienne, par des bombardements, peut détruire ce qu'elle veut, ce qu'elle a fait. Mais au sol, cette armée ne vaut rien. Elle est incapable d'occuper un terrain. Surtout face au Hezbollah. Ce sont des combattants, je l'ai dit ici, vraiment extrêmement vaillants. Donc, par rapport à cet objectif officieux, Israël a perdu. Dans son discours pour annoncer qu'il acceptait le cessez-le-feu qu'on lui proposait, M. Netanyahou a expliqué les opérations militaires qu'il menait à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Syrie, au Yémen, en Irak, je ne sais plus, le 7e front, je ne sais plus ce que c'est. Bon. Voilà, donc c'est clair que ce n'était pas uniquement l'objectif premier qui avait été annoncé, qui était en jeu, c'est autre chose. Alors quant au Hezbollah, lui aussi, il a eu plusieurs objectifs. Dans les semaines qui ont suivi l'opération du 7 octobre, il s'est contenté de petites bombinettes à la frontière pour obliger l'armée israélienne
à rester à cet endroit-là. Et donc, pour qu'une partie de l'armée israélienne ne puisse pas attaquer Gaza. Puis, au bout d'un certain temps, je ne sais pas, 5 semaines, quelque chose comme ça, il a annoncé qu'il allait faire l'unité des fronts. Donc, à ce moment-là, il a dit, nous entrons en guerre contre Israël et nous continuerons à attaquer Israël tant qu'il n'y aura pas de guerre à Gaza. Tant qu'il n'y aura pas de paix à Gaza. Tant qu'il n'y aura pas de paix à Gaza. Cet objectif, il a échoué, puisque le Hezbollah aujourd'hui admet que le front libanais est distinct du front gazaoui. Et ça, c'est la conséquence de l'abandon de l'arc de la résistance par l'Iran. Et puis, depuis l'invasion du Liban par Israël, l'objectif du Hezbollah, c'est d'attaquer les centres militaires, et exclusivement militaires. Le Hezbollah n'attaque pas de civils. Le Hezbollah a attaqué exclusivement des centres militaires en Israël, à proximité, mais aussi à Haïfa et aussi dans la profondeur à Tel Aviv. Ils ont attaqué même le domicile du chef d'état-major de l'armée de l'air. Ils ont attaqué le centre des services secrets à Tel Aviv, etc. Ils ont montré une capacité militaire que personne d'autre n'a à cet endroit-là. Alors, sur ce point-là, le Hezbollah a gagné. Mais quand même, comme tu le dis, il y avait bien ce discours initial qui était « on ne lâchera pas Gaza, on les soutiendra ». Et de fait, aujourd'hui, les Gazaouis se retrouvent seuls face aux Israéliens. Oui, c'est ce que je viens de dire. Mais c'est une défaite, une forme de défaite pour le Hezbollah, ou un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'impuissance parce que les armes venant de l'Iran ont cessé de venir. Mais, depuis l'assassinat Nasrallah, c'est la Syrie qui a pris le relais. Et donc, tu nous dis, la Syrie aujourd'hui est entrée dans une phase active, puisqu'on sait que Bachar el-Assad manifestait quand même une forme de retenue ou de distance. Non. Alors, vas-y. Bachar el-Assad s'est tu. Il n'a pas parlé. Et puis, il y a quelques jours, il y a eu une réunion internationale des États arabes et islamiques et il a fait un discours terrible. Il a dit quoi ? On savait tous pourquoi on était là face à Israël qui voulait conquérir le grand Israël et qu'il n'était pas question de laisser faire ça. Et que le massacre auquel on assistait à Gaza était inimaginable. Qu'il fallait mettre fin à ça tout de suite. Est-ce que la Syrie de Bachar el-Assad est en capacité à peser sur le conflit militairement notamment, par exemple avec une assistance militaire au Hezbollah? Alors je dis que cette assistance militaire, elle existe au moment où nous parlons. Maintenant, Israël a repris ses attaques contre la Syrie. Si Israël a signé la paix avec le Liban, enfin il n'a pas signé, il a évoqué qu'il disait qu'il signait, mais sans qu'il y ait aucun document, il n'a rien fait vis-à-vis de la Syrie. Au contraire, au moment où Benjamin Netanyahou disait « j'ai accepté le principe de cet accord de paix », à ce moment-là, les FDI bombardaient sauvagement la Syrie. Et ils ont détruit toutes les routes et les ponts qui faisaient la communication avec le Liban. Il n'est plus possible de circuler au moment où nous parlons entre Israël et le Liban. Est-ce que... Et pardon, oui, en plus de ça, les Israéliens ont relancé les groupes djihadistes. Donc il faut se souvenir de ce qui s'est passé pendant la guerre de Syrie en 2011. 2016. Dans cette période, il y avait des groupes djihadistes
un maillon extrêmement complexe, chacun ayant sa propre autonomie. Mais ces groupes étaient coordonnés par le commandement terrestre de l'OTAN qui était situé à Izmir, en Turquie, et l'armée israélienne, les FDI, l'armée de l'air israélienne, fournissait l'appui aérien aux djihadistes. Dans toutes les batailles, vous aviez au sol les djihadistes contre l'armée syrienne, et tout d'un coup, les Israéliens intervenaient pour aider les djihadistes. Et lorsque il y a eu énormément de blessés chez Al-Qaïda, Israël a fait venir les officiers d'Al-Qaïda blessés en Israël pour être soignés. Au moins 500 officiers d'Al-Qaïda. Et Benjamin Netanyahou s'est fait filmer et photographier en train d'être au chevet des officiers d'Al-Qaïda. Donc quand on nous dit que cet homme mène la guerre des civilisations, vous voyez l'escroquerie que ça représente. De l'expression guerre des civilisations, sur laquelle on pourra revenir d'ailleurs un peu tout à l'heure. Est-ce que Bachar el-Assad est aujourd'hui en position de se substituer à l'Iran, en capacité? Non, il n'a pas du tout pour remplacer l'axe de la résistance. Non, il n'a pas du tout les capacités de l'Iran. Mais il a par contre une volonté inébranlable. Et lui, il a enduré une guerre terrible. Bon, l'Iran, ça fait quand même depuis 88 que c'est terminé la guerre chez eux. Donc, Bachar el-Assad, c'est un homme qui n'a jamais varié de ligne. Jamais. Donc, si je récapitule, comment tu expliques que tout à coup, les Israéliens, à la demande des Américains, se mettent d'accord pour suspendre les combats? C'est quoi la clé? Je ne sais pas vraiment ce qu'est la clé. Mais il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Premièrement, les États-Unis ont ralenti leur approvisionnement en armes. Et nous ne savons pas quelles armes manquent aujourd'hui à Israël, mais il en manque. Deuxièmement, l'armée israélienne est au bord de la rébellion. Il y a des unités entières qui pourraient se révolter, en fait. Et troisièmement, depuis la mise en examen de Netanyahou, la diaspora juive s'est toute brutalement fracturée, la majorité s'exprimant contre Netanyahou. Vous avez eu cet exemple, deux exemples. Il y a eu, il y a quelques jours, une exposition de photographie à la Neue Galerie de Berlin. Et c'était inauguré, c'était une photographe juive états-unienne qui est exposée. Elle a fait un discours violent non seulement contre Netanyahou, mais également contre Israël, soutenant les droits du peuple palestinien. Or, depuis 2019, aucune personnalité de la culture en Allemagne n'est autorisée à parler du Moyen-Orient. Donc, quand elle a fait son discours, tout le public s'est agité, les gens ont sorti des drapeaux, tout ça. À l'extérieur, il y avait une grande manifestation pro-palestinienne. La ministre de la Culture, Claudia Roth, qui est une de mes anciennes amies, Claudia Roth était complètement dépassée. Bon, donc, voilà, ça c'est un exemple. Un autre exemple, il y a eu, il y a 3 jours, un colloque d'une journée à Londres avec des personnalités des médias, de la politique, des grandes associations, des universités, à la fois des Britanniques et des États-Unis, des Britanniques, des États-Unis et des Israéliens,
organisé par Haaretz, le journal de la gauche israélienne. Là, le directeur du journal a fait des déclarations terribles contre Netanyahou et pour les Palestiniens. Et il y avait même Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre palestinien, qui a discuté, israélien, qui a discuté avec un des dirigeants du Fatah à la tribune. Et donc tout d'un coup, ils étaient amis à la tribune, alors que quand il était Premier ministre, ça n'était pas vraiment le cas. Tout d'un coup, ils étaient amis. Et ensemble, ils ont dit qu'il fallait tout de suite arrêter ces guerres. Tout de suite, à la minute. Donc, à mon avis, la position de Netanyahou n'est plus tenable. Et je pense qu'il doit consacrer toute son énergie à éviter d'être traduit devant un tribunal dans son pays. Ça doit être sa priorité. Parce que pour lui, ça va très mal se terminer. Alors, on a vu que la justice israélienne enquête sur ce qui s'est passé le 7 octobre et que, justement, Netanyahou est mis en difficulté parce qu'on procède à des interrogatoires des membres de son cabinet sur les relevés de décisions, le contenu des décisions du 7 octobre. Pour le moment, la commission d'État n'a pas été créée. Ce sont des enquêtes qui viennent sur le côté, sur différentes questions. Donc là, on vient de vérifier qu'il y a eu une falsification des documents officiels sur ce qui s'est passé la journée du 7 octobre. Alors, je répète ce que j'ai expliqué ici les fois précédentes, que l'opération du 7 octobre a été menée conjointement par le Hamas et par Benjamin Netanyahou et non pas contre lui. Que au cours des années précédentes, Benjamin Netanyahou, lui, a soutenu le Hamas. Je vous rappelle que quand il est devenu Premier ministre, sa première décision a été d'arrêter, quand il est devenu Premier ministre il y a 10 ans, quelque chose comme ça, sa première décision a été d'arrêter de demander l'extradition d'un des chefs du Hamas qui était arrêté aux États-Unis. Tout d'un coup, il ne fallait plus l'extrader. Et ils l'ont libéré. Et puis qu'après ça, il a commencé à envoyer de l'argent au Hamas. Il est attesté aujourd'hui qu'au cours des 3 dernières années, Benjamin Netanyahou a donné 2,5 milliards de dollars au Hamas via le Qatar. 2,5 milliards de dollars. Donc, quand il nous dit tout d'un coup, le 6 octobre, c'est très bien comme ça, mais le 7, ce sont des adversaires. Non, ça n'est pas possible. Il se moque de nous. Il s'est moqué de toutes les communautés juives dans le monde qui l'ont cru. Il s'est moqué de ses propres concitoyens qui l'ont cru. Mais il y en a de moins en moins qui le croient. Il suffit de voir les grandes manifestations chez lui. Mais quand tu évoques le soutien financier du gouvernement israélien de Netanyahou au Hamas, est-ce que ce soutien date de Netanyahou? Ah oui, oui. Ou est-ce que Netanyahou, au fond, a succédé a pris sa place dans une longue politique de soutien de financement du Hamas? Non. Netanyahou, au départ, a soutenu le Hamas contre le Fatah. Mais au départ, c'est plutôt quelle année? Quand il est revenu au pouvoir, tournant des années 2000, tu veux dire? À la fin des années 2000, 2009, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, c'était sa stratégie, c'était clair pour tout le monde. Bon, mais c'était diviser pour régner, disait-il. C'est comme ça que les gens le comprenaient. Moi, j'ai une autre interprétation de ça. Qui est? Qui est qu'en fait, il appliquait la politique des Britanniques, que jamais l'État d'Israël ne doit pouvoir garantir sa propre sécurité tout seul. Parce que le Hamas, c'était au départ, alors aujourd'hui on ne sait plus très bien ce que c'est, mais c'était, en tout cas officiellement jusqu'en 2017, c'était la branche palestinienne de la confrérie des frères musulmans,
une société secrète, politique, absolument pas religieuse, politique, qui est contrôlée par le Royaume-Uni. Donc, voilà, moi je pense que c'est ça qui se trame derrière les 80 ans de cette guerre sans fin. Et Benyamin Netanyahou, à partir de 2018, c'est-à-dire quand l'autorité palestinienne a cessé d'envoyer de l'argent pour payer les fonctionnaires à Gaza. Je pense que c'est 2018. Il me semble que c'était dans ces eaux-là, oui. À ce moment-là, Yahya Sinwar, le chef du Hamas, qui était emprisonné en Israël, a écrit à Netanyahou et il lui a proposé un accord avec un risque calculé. C'était dans l'expression. On n'a pas ce texte, hein, mais ça, à l'époque, ça a été expliqué dans la presse. Donc, et cet accord, c'était qu'il allait payer le Hamas pour que les territoires palestiniens soient définitivement divisés en deux. Et finalement, Netanyahou a d'abord donné de l'argent secrètement, puis il a organisé la remise d'argent par le Hamas. Ça a été très officiel, tout le monde a vu l'ambassadeur du Qatar venir à Gaza apporter l'argent. Mais le Hamas est né en gros fin des années 70, début des années 80. Est-ce que ça signifie que pendant 20 ans ou 25 ans, il s'est développé sans argent israélien et c'est Netanyahou qui, le premier, a dit on va financer le Hamas pour, au fond, l'apprivoiser, le mettre sous contrôle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le Hamas a toujours eu plusieurs origines. Hein. Même si c'était la branche palestinienne des frères musulmans, il y avait, avant le Hamas, il y avait une résistance palestinienne. Donc, c'est des gens de cette résistance palestinienne liés aux frères musulmans qui ont créé le Hamas. Et avec le temps et avec le rôle de désinformation des médias internationaux, on a cru que la résistance palestinienne, ça n'était que le Hamas, ce que ça n'a jamais été. Donc, pour en revenir à cette question de base qu'on n'a pas complètement tranchée, ce cessez-le-feu annoncé, surprise, la clé, la mécanique, même si on ne l'a pas, comment aujourd'hui on peut interpréter le fait que manifestement les États-Unis aient imposé à Israël un cessez-le-feu dont on voit bien qu'il ne met pas complètement à l'aise Netanyahou? À mon avis, quelque chose a été lâché par la communauté juive aux États-Unis. Mais ça, j'en ai pas la preuve substantielle, mais c'est le chaînon manquant. À mon avis, c'est ça qui s'est passé. Mais ça peut vouloir dire quoi concrètement? Quelque chose a été lâché? Il y a un lobby juif absolument incroyablement bien organisé aux États-Unis, la IPAC. Et il y a d'autres organismes alentours. Et voilà, il y a un moment, ces gens-là ont dit on ne peut plus se permettre de soutenir le massacre auquel on assiste. Parallèlement, donc, est-ce qu'il les a aidés? En tout cas, c'était dans l'air du temps, même si, on le redit, en tout cas, on n'a pas fait de lien direct entre les deux. Mais donc, ce cessez-le-feu intervient après le mandat d'arrêt international délivré par la CPI contre Netanyahou et d'autres dirigeants israéliens. Et Yoav Gallant. Mais donc là, il faut se rendre compte que c'est une mise en scène. Ce tribunal, je l'ai dit ici sur d'autres sujets, n'a aucune légitimité. C'est un tribunal bidon, la Cour pénale internationale. J'ai participé avec Marco Pannella à sa création, il y a longtemps déjà.
C'est les accords de Rome. Hein. Mais redis-nous pourquoi c'est bidon alors. Parce que ce tribunal a été conçu pour servir exclusivement les intérêts des Européens. Exclusivement. Pendant des années, il n'a fait que mettre en examen et condamner des dirigeants des anciennes colonies africaines. Alors, aujourd'hui, il a étendu un peu son champ d'investigation et ça a été d'abord pour mettre en examen Vladimir Poutine, sous un prétexte, me paraît-il, complètement loufoque, et aujourd'hui pour mettre en examen Benyamin Netanyahou. Mais si ce tribunal n'était pas légitime l'année dernière, pourquoi il le serait devenu aujourd'hui? Alors, je signale que les pays européens, à l'été 2023, ont adopté une déclaration disant qu'ils soutenaient la CPI et que tous les pays membres de l'Union européenne appliqueraient ces décisions. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas encore l'opération israélienne à Gaza. Mais il y avait déjà le conflit en Ukraine. Donc il s'agissait de s'assurer que tous les membres de l'Union européenne allaient applaudir à la mise en examen de Vladimir Poutine. Et les ministres du G7 qui se sont réunis cette semaine en Italie ont discuté pendant 2 jours de savoir comment sortir de cet imbroglio, comment on peut se féliciter de la mise en examen de Vladimir Poutine et dire que celle de Benjamin Netanyahou n'est pas valide. C'est la position officielle des États-Unis aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce grand écart? Donc, passons sur les contradictions des uns et des autres. J'observe que la Hongrie a déjà dit qu'elle n'appliquerait pas cette décision. La Hongrie qui est signataire du traité de Rome, donc qui participe à la CPI. La Hongrie, vous savez, c'est en Hongrie que le mouvement sioniste s'est créé au XIXe siècle. Tout s'est passé à Budapest, en fait. Donc la Hongrie a annoncé qu'elle n'appliquerait pas ça, et même elle donnera l'immunité à Benyamin Netanyahou, je pense, s'il veut se réfugier chez eux. Tous les autres ont dit qu'ils appliqueraient. Sauf la France. Non, la France a dit qu'elle l'appliquera, puis finalement, elle ne l'appliquera pas. Il y aurait peut-être une immunité, voilà. Voilà. Peut-être. On ne sait pas, on négocie. Ça dépend du contenu des courses que Netanyahou fait à Paris. C'est quand même en même temps une étape importante, ce mandat d'arrêt international. Parce que ça démontre qu'on ne peut plus faire semblant de dire que ce qui se passe à Gaza, c'est uniquement une riposte d'Israël à une agression. Alors, premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, et encore une fois, on se dirige vers des enquêtes officielles sur ce sujet. Il n'y a jamais eu d'attaque d'Israël contre la vie de Benyamin Netanyahou, mais avec son aide, contre les citoyens israéliens, avec l'aide du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde voit bien que, par son ampleur, le déplacement des populations, les destructions infligées à Gaza n'ont aucun rapport avec cet objectif officiel. Est-ce que, de ton point de vue, ce qu'on appelait le nettoyage ethnique est aujourd'hui particulièrement évident? Est-ce qu'il y a des signes supplémentaires par rapport à ceux qu'on a évoqués dans les précédentes interviews qui montrent que les Israéliens ont décidé de chasser physiquement les Palestiniens de Gaza? Alors, il n'y a aucun élément nouveau de ce côté-là, mais
les uns et les autres ouvrent les yeux. Human Rights Watch a fait un rapport en disant c'est un nettoyage ethnique, alors que jusque-là, ils étaient très, très vigilants à défendre les deux camps en même temps. Ah non. Non, non. Vous pouvez défendre les Israéliens, vous ne pouvez pas défendre l'armée israélienne. On est tous donc dans cette situation un peu interstitielle, si j'ose dire, de façon cuistre, puisque en fait on sait qu'on est à la fin du cycle Biden. On n'a pas toutes les clés pour comprendre, tu l'as dit tout à l'heure, ce qui bouge, mais Trump, on ne sait pas non plus ce qu'il va faire. Non, on ne sait pas non plus. Et il y a plusieurs manières de poser la question. Si l'on distingue la question palestinienne de la question arabe en général, il est clair que Donald Trump est opposé au Grand Israël, c'est-à-dire à l'extension des frontières de l'État d'Israël du Nil à l'Euphrate, mais qu'il pourrait accepter que l'on déplace, pas que l'on tue, que l'on déplace la population palestinienne. Parce qu'il pourrait envisager ça comme l'opération des États-Unis contre les Indiens lors de l'établissement de leur pays. Lui, c'est un jacksonien, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois ici, ça n'est pas un républicain, même s'il est soutenu par le Parti républicain, il se réclame d'Andrew Jackson, un président qui a signé les traités indiens. Et ces traités ont été toujours respectés par les Cherokees. Ce sont aujourd'hui les Cherokees les seules tribus indiennes qui vivent bien aux États-Unis. Toutes les autres tribus qui ont dénoncé ces traités vivent très difficilement aux États-Unis. Mais quand il a signé les traités Cherokees, ça s'est accompagné d'un déplacement de population qui a été extrêmement meurtrier pour les Cherokees. L'épisode de la vallée des larmes, on dit qu'il y a un quart des Cherokees au moins qui sont morts pendant cet exode. Et donc tu penses que ça pourrait inspirer, toute tragédie mise à part, cette idée de déplacer les populations pourrait inspirer la politique de Trump? Je dis qu'il pourrait ne pas y être hostile. Voilà, je n'en sais rien. Mais il n'ira pas plus loin que ça. Il ne faut pas croire qu'il acceptera d'élargir les frontières d'Israël au-delà de la Palestine. Ça, il ne faut pas y croire. Mais pour l'instant, au fond, tout le monde, on est dans cette expectative. La presse libanaise évoquait la possibilité d'une intervention israélienne en Iran, en disant maintenant que la guerre est finie au Liban, Israël prête à se tourner vers l'Iran. Est-ce que tu penses que il s'agit d'une possibilité plausible? Non, je pense qu'Israël va attaquer la Syrie et ou l'Irak. Par des opérations terrestres ou par des opérations aériennes, selon toi? Ils ne peuvent pas se permettre d'opérations terrestres, ils sont complètement épuisés. Là, leur armée, il faut qu'ils la mettent à restaurer pendant au moins 2 ans avant qu'elle ait la possibilité de faire quoi que ce soit au sol. Est-ce que la Syrie et les forces irakiennes, chiites en tout cas, ont la faculté de riposter à une attaque aérienne, balistique? Non. Personne ne peut résister à l'armée de l'air israélienne, ça c'est sûr. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il pourrait tout à fait, le cessez-le-feu au Liban n'est qu'une étape et pas la fin de l'escalade militaire. C'est une étape de ce qui pourrait être un conflit régionalisé. Cette guerre dure depuis 80 ans. 80 ans. Et il faut bien comprendre, depuis 80 ans, en fait, il y a d'un côté les sionistes en général qui voulaient une colonie européenne
au Moyen-Orient, ils pensaient la faire dans la Palestine mandataire, et il y avait les sionistes révisionnistes de Jabotinsky et aujourd'hui de Netanyahou, les sionistes révisionnistes qui voulaient conquérir tout le Levant, ils voulaient conquérir le Grand Israël, c'est-à-dire restaurer l'ancien empire assyrien. Ça n'a aucun rapport avec l'Israël de l'Antiquité, absolument aucun rapport. C'est l'ancien empire assyrien. Et, soit dit en passant, ce projet-là a été soutenu en France par des personnalités comme Bertrand de Jouvenel ou le Premier ministre Léon Blum a soutenu ce projet. C'est dans tous les documents de cette époque, même s'il n'a pas abordé cette question en public en France. Donc, je ne sais plus pourquoi je fais cette digression-là. Parce que tu voulais nous parler de l'histoire de l'expansion israélienne. Bon, donc depuis 80 ans, selon les moments, c'est un projet ou c'est l'autre que l'on cherche à défendre. Donc en fait, si cette guerre dure depuis 80 ans, c'est exclusivement parce que les sionistes révisionnistes veulent le Grand Israël. Les sionistes de départ sont des gens comme toi et moi. Ils savent qu'au XXIe siècle, on ne fera pas une colonie européenne en Palestine. Hein. La seule logique, c'est de faire comme ce qu'on a fait en Afrique du Sud. On n'a pas fait une colonie européenne en Afrique du Sud. On a fait un État unique, un homme, une voix. Les Noirs sont les égaux des Blancs. Voilà. Eh bien, c'est la même chose qu'il faut faire en Palestine. C'est tout. Bon, je voudrais conclure cet entretien. Tu es bien chaud. Comment tu expliques qu'en France, puisque tu as évoqué les réactions des communautés juives étrangères américaines, notamment allemandes, pour ce qui en reste, en France, il y a quand même un discours très structuré sur antisémitisme égale antisionisme égale antisémitisme. Ce que Donald Trump a un peu dit dans un discours. Comment tu expliques cette solidité de la communauté juive en France ? Alors, je pense que si la guerre continuait encore quelques semaines, cette solidité s'effriterait brutalement. Je pense que la communauté juive en France, elle est poussée au maximum de ce qu'on peut attendre d'elle. En fait, elle cherche à se montrer solidaire des Juifs d'Israël, et pour ça, elle ferme les yeux sur le massacre qu'opère Benjamin Netanyahou. Mais dès qu'elle trouvera l'occasion de dissocier les Juifs de Palestine de Netanyahou, ça tombera. Bon, écoute, l'avenir nous le dira. Merci Thierry. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. Oui. Écoute, on se retrouve mercredi prochain. Alors. Okay. Et puis, je ne sais plus quand Édouard revient, parce que l'emploi du temps est trop. Mais on fera cette émission à 3 sur le sommet des BRICS que nous n'avons pas conclu la dernière fois. Merci beaucoup à toi Thierry. À très bientôt.